Alors, salut les étudiants. Donc ici, on va voir la dernière partie finalement de la matière à étudier pour l'examen du mois de juin, enfin mai-juin, à distance. Alors ici, on va parler du développement principalement social et aussi du développement de la personnalité. Le développement social, c'est étudier comment l'enfant rentre en communication avec le monde des autres humains, des animaux, etc., en termes d'échange, de communication. Et le développement de la personnalité, c'est comment la personnalité de l'enfant se construit. Alors au niveau du développement de la personnalité, on va vraiment être très succinct. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas des psychologues cliniciens et que ce n'est pas un sujet qui est vraiment important pour nous. Nous devons composer avec la personnalité des enfants, mais nous n'intervenons pas dans le développement de leur personnalité, sinon dans le maintien de leur bien-être au maximum, favorisant donc le développement personnel et l'apprentissage. Alors, le développement social, tout commence par 5 phases qui vont s'étendre de 0 à 6 ans pour arriver à l'âge de 7 ans à la phase préopératoire, la phase opératoire. Donc pendant la notion d'attachement va surtout avoir lieu pendant la phase sensorimotrice et va se prolonger pendant la phase préopératoire. Qu'est-ce que c'est l'attachement? Bien, des chercheurs se sont demandé comment se fait-il qu'un bébé s'attache à un moment donné à sa mère dans un premier temps, aux autres personnes qui s'occupent de lui, et puis finalement à des amis, à la grand-mère et à un milieu de plus en plus élargi. Quels sont les processus qui rentrent en ligne de compte? Eh bien, les processus sont multiples, mais pour bien comprendre comment tout ça a commencé, il faut revenir vers des théories comme celle de Lorenz, par exemple, et de Bowlby. Alors, si vous vous souvenez un petit peu de la vidéo qu'on avait vue tout au début durant l'introduction du cours, et bien à un moment donné, on voit Bowlby qui fait une expérience où il va à un moment donné comparer un enfant avec un singe, et donc il va élever exactement de la même manière un singe et un enfant pour voir à quel moment leur évolution change. Donc ça c'est John Bowlby qui a aussi évidemment fait beaucoup d'avancées dans la notion d'attachement. Alors pourquoi est-ce que Bowlby et aussi la notion d'empreinte de Konrad Lorenz, pourquoi est-ce que ces chercheurs ont fait une avancée phénoménale? Eh bien parce qu'ils ont compris, et Bowlby en particulier, que l'attachement de l'enfant était absolument nécessaire pour permettre à un enfant plus tard d'aller explorer le monde. Quand un enfant n'a pas de relation sociale, il va se refermer du monde extérieur et il n'osera plus aller explorer autour de lui. Pourquoi? Eh bien parce que cet attachement à la mère, quand il est bon, hein, quand la mère répond aux besoins de l'enfant dans un premier temps, puis la famille, etc., puis l'école, eh bien, ça va créer chez l'enfant un sentiment de sécurité suffisant pour lui permettre d'oser aller explorer le monde extérieur. Alors évidemment, ça nous rappelle la théorie d'André Maslow, pardon, qui Maslow va nous expliquer que l'importance de la sécurité chez l'enfant, et il l'a d'ailleurs mis dans les besoins fondamentaux, dans les besoins de survie. Donc si un enfant n'est pas sécurisé sur le plan psychologique, si quand il est petit on ne répond pas à ses besoins, eh bien, à ce moment-là, on va avoir un enfant qui va se replier sur lui-même et qui va avoir des freins considérables à son évolution. C'est ce qu'on avait vu aussi avec la notion d'hospitalisme dans l'introduction du cours, où on voyait que les enfants qu'on avait élevés dans des hôpitaux sans à qui on donnait uniquement les soins physiologiques mais pas les soins affectifs, eh bien ces enfants mouraient très jeunes et devenaient totalement entre guillemets anormaux au niveau de leur développement. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose de très important. Alors attention que quand on parle de besoin, il ne faut pas confondre besoin avec caprice, comme ils ne font pas non plus confondre caprice avec besoin. C'est pas parce que un enfant doit être sécurisé qu'il faut courir à chaque fois que l'enfant pleure. Il faut simplement le sécuriser en disant attention, maman va à la cuisine et donc maman part à la cuisine, toujours avoir un petit signal pour dire à l'enfant je sors de la pièce, ne pas
donner l'enfant à la crèche et puis partir comme un voleur, etc., etc. Bien gérer cette notion de sécurité, parce que la notion de sécurité, comme l'explique Maslow d'ailleurs, est fortement liée à la question de vivre dans un monde prévisible. Donc voilà. Alors on va regarder rapidement bien les bases de cette théorie de l'attachement avec une petite explication sur Bowlby en vidéo et aussi sur Konrad Lorenz. Alors Konrad Lorenz, lui simplement, il a découvert que chez les animaux, chez certaines espèces, dont les canards, eh bien, quand le canard sort de la coquille, la première personne qu'il voit bouger, ça peut être aussi un objet qui bouge, eh bien, le canard est programmé pour s'attacher à lui et le suivre partout. Et donc, ça, c'est ce qu'on a appelé la théorie de l'empreinte. Donc, il y aurait une sorte d'empreinte qui se ferait au moment de la naissance, qui ferait que l'espèce identifie la mère et qu'il s'attache automatiquement à la mère. Alors, chez l'être humain, cette empreinte est moins visible parce qu'elle va dépendre du développement cognitif de l'enfant. On sait bien qu'un nouveau-né humain arrive un petit peu pas fini au monde. Et d'ailleurs, Bowlby va travailler et s'intéresser fortement aux découvertes aussi de Piaget. Et Piaget va fortement s'intéresser évidemment aux recherches de Bowlby, puisque Piaget nous dit, bah, tiens, c'est étonnant parce que l'enfant, par exemple, commence à pleurer quand sa mère s'en va à partir de l'âge de 9 mois et ça correspond exactement au développement, à la compétence cognitive de la permanence de l'objet. Donc tout ça serait quand même lié, ça veut dire qu'un nouveau-né va s'attacher à une mère qui va lui donner des soins, le nourrir, lui donner ce dont il a besoin au plan affectif, mais il peut facilement changer de maman. Ça veut dire que un bébé ne va pas se mettre à hurler parce qu'on l'emmène à la crèche à un moment donné avant l'âge de 9 mois. Une fois qu'il est capable d'identifier sa mère sur le plan cognitif, eh bien on constate que à ce moment-là, il va identifier une seule et unique mère et qu'à ce moment-là, il va commencer vraiment à pleurer quand la maman s'en va. Donc voilà, alors on va regarder cette petite vidéo. Le pionnier est le psychiatre et psychanalyste britannique John Bowlby. Il s'est inspiré des recherches sur les animaux et en particulier des découvertes de l'éthologue allemand Konrad Lorenz, faites à partir de son observation des oiseaux. Lorenz était là quand un oisillon brisa sa coquille et jeta son premier regard sur le monde. C'est à lui que cet oisillon s'attacha et il poussait des cris de détresse dès qu'il le voyait s'éloigner. Lorenz vérifia que la même chose se produisait avec des oiseaux d'espèces différentes et montra que les oiseaux s'attachent au premier objet qu'ils voient bouger lorsqu'ils sortent de l'œuf. Il appela ce phénomène l'empreinte. Lorenz traversa alors une époque curieuse, pendant laquelle il était sans cesse suivi pas à pas par des couvées entières. Les oisillons délaissaient leur mère naturelle pour l'accompagner lorsqu'il allait se baigner ou faire une promenade en barque. Inspiré par ces deux chercheurs, Bowlby élabore sa théorie de l'attachement. Selon cette théorie, l'enfant vient au monde avec des savoir-faire innés. Il sait regarder, il sait sourire, et cela lui permet d'entrer en relation avec les autres, et donc de survivre. La mère, de son côté, est intuitivement en mesure d'être proche de son bébé. Ces échanges nourrissent l'attachement, qui est l'équivalent de l'empreinte chez l'animal. De traumatisme important à partir du moment où la mère de substitution offre absolument tous les besoins à l'enfant en termes de caresses et aussi au niveau évidemment des besoins physiologiques. Alors la deuxième phase du développement, ce sera de 3 à 6 mois. Donc pendant ce temps-là, toujours cet enfant s'attache de plus en plus à sa mère, tout ça se fait petit à petit. Et l'enfant a toujours des comportements amicaux, mais avec plusieurs partenaires. Il ne manifeste pas un attachement manifeste uniquement à sa maman, comme je vous l'ai expliqué, ce qui fait écho évidemment à la question de la permanence de l'objet développée sur le plan cognitif par Piaget.
Vient ensuite de 6 mois à 2 ans, donc on voit que la permanence de l'objet commence vraiment à avoir on commence à l'observer de manière succincte à 6 mois et à 9 mois, ce sera totalement acquis. Et de 6 mois à 2 mois, la phase au cours de laquelle se manifeste le plus fortement l'attachement réciproque entre la mère et l'enfant. Et là, on commence à avoir des mouvements de panique chez l'enfant quand la mère s'éloigne, comme on l'a déjà vu dans une vidéo précédemment, tout au début du quadrimestre. L'enfant se rapproche de sa maman, il la suit partout, il pleure dès qu'elle change de pièce, etc. Et c'est à ce moment-là que la mère va évidemment proposer une base de sécurité à l'enfant et cette base de sécurité eh bien, sera fondamentale pour l'enfant pour qu'il puisse aller explorer le monde. Vers 2 ou 3 ans, la plupart des enfants n'ont pas d'attachement exclusif à la mère, donc ça veut dire que il va pouvoir élargir son champ d'affection, si je peux dire, et s'attacher à plusieurs adultes qui constitueront chacun des bases de sécurité. Donc, si je suis chez ma maman avec mon enfant et que ma maman garde régulièrement l'enfant, si l'enfant s'en fait mal, il va venir pleurer chez la maman, mais si la maman s'en va, il va venir pleurer chez la grand-mère. Donc, il va prendre systématiquement plusieurs adultes qui vont constituer cette base d'affection dont l'enfant a absolument besoin donc pour se développer. Vers 3 ans, les comportements d'attachement changent, deviennent de moins en moins perceptibles, donc l'enfant ne court plus vers sa mère tout de suite, il ne pleure plus quand vous changez de pièce, etc. Sauf quand il est malheureux et qu'il a besoin justement d'être réconforté sur le plan émotionnel, d'où aussi l'importance du doudou à ce moment-là, qui est un substitut maternel de caresse. La fréquentation de l'école maternelle affirmera encore cette tendance à l'autonomie et à la socialisation, si et seulement si l'enfant préalablement a été éduqué dans un environnement où l'attachement s'est bien passé et où l'enfant se sent en sécurité sur le plan psychologique et qu'il a suffisamment d'assurance pour aller explorer le monde. Alors en ce moment-là, en général, l'adaptation à l'école maternelle se fait assez facilement. Alors, pour les enfants pour qui c'est plus difficile, rappelons quand même qu'enlever le doudou en première maternelle, c'est pas une très bonne idée compte tenu de ce que nous venons de voir ici. Durant les années de la scolarité primaire, l'enfant va élargir de plus en plus ses perspectives sociales grâce à ses amitiés, ses amis, tous les gens qui l'entourent et le milieu familial ne se réduit plus uniquement à ses seules relations sociales, elles vont devenir de plus en plus larges et l'enfant va être capable, s'il est en bonne santé psychologique, de s'attacher à de plus en plus de monde et à développer des relations de plus en plus riches et complexes. Donc, on voit que finalement, le développement social suit très fortement le développement cognitif. Donc, au niveau, par exemple, de l'empathie, ça va être la même chose. On ne peut pas demander à un nouveau-né d'être empathique. Il va commencer à développer ses capacités d'empathie vers l'âge très tôt, donc c'est ce qu'on appelle la théorie de l'esprit de Freud, et ça va se faire petit à petit et évidemment le milieu scolaire va être une sorte de catalyseur. Sauf qu'au début, les enfants, pendant le stade opératoire, quand ils arrivent à l'école, ils ne vont pas avoir une notion du jugement et des relations avec les autres qui vont être optimales. Pourquoi ? Parce que, évidemment, il souffre toujours de l'égocentrisme enfantin. Donc, il va penser que s'il est triste, l'autre est triste, par exemple. Et donc, il ne va pas supporter parfois la tristesse de l'autre parce que lui est content. Et donc, on va avoir des mouvements de grande tendresse, par exemple, chez les enfants du maternel, parce que s'il y en a un qui pleure, ça va les déranger et ils vont tout faire pour que l'enfant ne pleure pas. Mais d'un autre côté, aussi de grande cruauté, parce qu'il est capable de mordre un autre enfant sans se rendre compte que cette morsure, finalement, eh bien, fait mal à l'autre, puisque lui, quand il mord l'autre, il ne ressent pas de douleur. Il va falloir tout un temps pour qu'il comprenne que quand il mord l'autre, l'autre pleure parce qu'il a mal. Et donc tout ça, ça va être le développement de l'empathie. Au niveau des règles sociales, eh bien, il faut savoir que pendant très longtemps, il n'y a qu'une seule référence au niveau du jugement
et de la moralité de l'enfant entre ce qui est bien et pas bien, sa seule référence sera l'adulte. Donc si l'adulte a dit que c'est ça qu'il faut faire, il ne va pas remettre la règle en question, ce sera ça qu'il faut faire. Alors on va voir ça en vidéo ensemble, on va voir un petit peu cette évolution une fois qu'on arrive à l'âge maternel, et on va voir que les tout petits en première maternelle, leurs relations sociales, on va les voir jouer dans une cour de récréation et on va voir qu'ils n'échangent pas tellement entre eux. Puis on va voir une petite évolution à la fin du maternel avec des grandes maternelles, donc là ils ont entre 5 et 6 ans, et là on va voir que les échanges sont déjà beaucoup plus riches et empathiques, et que les échanges commencent vraiment à être beaucoup plus intéressants à observer. Je vais vous montrer donc une première vidéo avec des tout petits où on voit que les échanges ne sont pas probants, et une deuxième vidéo où on voit que les échanges entre enfants commencent à être beaucoup plus complexes, qu'il y a des mouvements d'empathie entre eux, mais on va voir encore chez les grands, parce que je vais vous montrer un extrait de vidéo où on voit que chez les grands, eh bien, la notion de la règle est encore, même s'ils ont donc 5 ans, la notion de la règle, même si on ose un petit peu l'enfreindre, on voit que, eh bien, elle est encore fondamentale et dictée par l'adulte. L'adulte, on va voir une vidéo où on va mettre une boîte à bonbons au milieu de la classe et on va dire aux enfants, vous ne pouvez pas y toucher. Il n'y a aucun enfant qui demande pourquoi est-ce qu'on ne peut pas y toucher. Hein, c'est une règle, elle est là. Ils vont quand même l'enfreindre parce que l'effet de groupe va les aider à enfreindre la règle de plus en plus en prenant d'abord, en touchant la boîte, etc. Et on va voir aussi qu'à un moment donné, il va y avoir un accident. Et là, on va voir que le coupable va se dénoncer assez facilement. Et ça, pourquoi est-ce que l'enfant fait ça? Parce que pour rester en équilibre psychique, tous et chacun, nous avons besoin que l'environnement qui est autour de nous corresponde à ce qu'on pense. Et chez des enfants aussi jeunes, c'est très peu nuancé. Donc, s'ils ne se dénoncent pas, ils vont avoir, pour eux, la situation va devenir anormale. Donc, quand un enfant fait une bêtise à cet âge-là, en général, il va tout de suite le dire à l'adulte et il va se dénoncer assez facilement. C'est pas une question de courage, c'est juste que il va le faire, sauf si on avait un enfant maltraité à qui on donnait des gros coups à chaque fois qu'il fait une bêtise. Évidemment, là, on risque d'avoir des comportements déviants. Mais dans la mesure, en règle générale, les enfants aussi jeunes, eh bien, n'ont pas encore ce qu'on appelle de jugement autonome. Toute sa capacité de jugement entre ce qui est bien et mal vient de l'adulte. Il faudra attendre le stade opératoire pour qu'il commence à être capable de penser que, eh bien, la règle, c'est une règle qui vient d'un consensus et qu'elle peut être modifiée. Ce stade-là sera totalement acquis à l'âge de 9 ans, âge de 9 ans qui devient particulièrement difficile parce que là où l'enfant finit par ne carrément plus accepter les règles. Il a totalement intégré le fait que la règle, c'est quelque chose que l'on peut négocier et il va commencer à négocier à tout va, à ne plus vouloir accepter les règles de la maison, dans la famille, etc., etc. Donc regardons, mais n'allons pas trop vite, regardons d'abord ce qui va se passer ici avec des enfants un petit peu plus jeunes. Voilà. Donc ici, on voit des enfants tout petits, hein, donc ils ont entre 2 ans et demi et 3 ans. On voit qu'ils jouent chacun de leur côté, mais on ne voit pas beaucoup d'échanges entre eux, sinon en termes de paroles. Alors, on va essayer de regarder quand ils sont dans la cour de récréation. Je vais avancer. Voilà. Ici, c'est vraiment flagrant. On voit vraiment que les enfants ne jouent pas ensemble. Un petit peu, il y a un petit peu d'interaction, mais ils restent quand même tous, chacun de leur côté, très concentrés sur le monde des objets et pas encore vraiment concentrés sur l'autre. Donc voilà, ici on met les enfants autour d'une boîte à bonbons, on va leur expliquer qu'ils ne peuvent pas jouer avec on va les laisser jouer ensemble, mais ils ne peuvent pas donc toucher à la boîte à bonbons. On va regarder ça, voilà, j'y arrive. Voilà. Voilà.
Voilà, la petite fille, on a dit qu'on ne pouvait pas toucher à la machine, mais ils y vont quand même. Mais ils ne remettent pas cette règle en cause, ils l'acceptent. C'est quoi? Non, des oranges. On peut les manger, les avaler. On peut voir le cerveau comme une machine à faire des prédictions. Et quand il y a une grosse surprise, là, il y a un message d'erreur qui va se propager dans le cerveau et il va falloir réagir à ce message d'erreur. Et là, chacun va avoir des stratégies différentes. On peut voir un enfant qui va être dans la réaction immédiate, il met sa main pour bloquer les bonbons qui tombent. Là, il y a le message d'erreur s'est propagé très très vite. Vous avez fait! Mais comment ça a fait ça? Vous avez fait! Cette petite fille a un comportement à la fois. Voilà. Donc ici, les questions de neurosciences ne nous intéressent pas vraiment dans le cadre de ce que nous étudions. Voilà, ici, on va demander qui a fait ça. Quand j'avais tourné, en fait, tout le monde était autour. Et puis j'ai voulu tourner. Et puis tout est sorti. Les enfants accusent Diego à tort et on voit que Diego n'est vraiment pas à l'aise par rapport. Voilà, donc ici par rapport à ce qu'on dit à Diego, c'est pas tellement important. Nous, ce qui nous intéresse surtout dans cette vidéo, c'est que eh bien, l'enfant va se dénoncer lui-même. Il y a une règle, elle n'est pas remise en question, on dit on ne peut pas toucher à la boîte à bonbons. Il n'y a pas de raison qui doit être énoncée par l'adulte parce que de toute façon, l'enfant va l'accepter tel quel. Alors, on va voir que tout ça va encore évoluer. Oups! Donc ici, on va voir des enfants qui ne sont pas encore solidaires. Donc il faut savoir, pour que la solidarité soit vraiment visible chez les enfants, on va devoir attendre l'âge de 7 ans. Donc une notion d'empathie qui va se développer, une capacité à se détacher de soi-même, ce qui est vrai au niveau cognitif avec l'égocentrisme intellectuel, l'est aussi au niveau moral et au niveau social. Et donc on va voir ici que les enfants ne sont pas solidaires entre eux, ils vont se dénoncer les uns les autres et s'il y en a un qui dénonce l'autre, comme il n'y a pas encore de jugement autonome, la règle c'était ne pas toucher, donc l'autre ne va pas non plus dire « Oh, tu m'as dénoncé, c'est pas sympa ». Pour eux, c'est normal. Donc voilà, il n'y a pas encore, on va voir chez les enfants ici qu'il n'y a pas encore de capacité à être juge soi-même pour la gravité, pour juger de la gravité d'une situation, et qu'il n'y a pas non plus encore de solidarité. Pour qu'il y ait une véritable solidarité, on va devoir attendre l'âge de 7 ans, et puis une véritable prise en compte et un jugement autonome totalement installé, il faudra vraiment attendre l'âge de 9 ans. Donc évidemment, entre le moment où une compétence commence et celle où elle est totalement acquise, il y a souvent plusieurs années qui se déroulent, mais regardons les images ensemble. Mais lorsqu'ils vont craquer, une alarme va retentir. Voilà, donc on a dit aux enfants qu'ils ne pouvaient pas manger et quand le gars s'en va, ils finissent par y toucher parce que c'est vraiment une forte pulsion. Un chocolat qui vient de se déclencher là. Qui c'est qui a mangé du chocolat? Voilà, elle le dénonce. Il y a une alarme à chocolat, t'as vu? Dès que tu touches le chocolat que tu le manges, ça se déclenche. Et après, c'est la panique. Ok? Non, non, Naï, non. Tu dis pas pour moi, d'accord? Tu dis pour personne. Moi, je vais dire. Qu'est-ce qui s'est passé là? Je sais pas. Il y a eu l'alarme à chocolat? Non, Vous avez touché un chocolat? non. Oui, si, mais pourquoi il y a eu l'alarme à chocolat? Je sais pas. Vous avez touché un chocolat, c'est obligé, l'alarme ne peut pas se déclencher comme ça. Mais on n'en a pas bouffé, on a fait semblant. Vous avez touché? Juste tout la repoussé, on l'a repoussé. Il y a eu l'alarme là? Oui, mais personne n'a touché. Bah, ça m'étonnerait, elle se déclenche pas toute seule l'alarme. Je vais dire qui c'est. C'est lui. Non. S'il en a mangé un. Non. T'as mangé un chocolat? Non. J'ai pris, mais j'ai repoussé.
Voilà. Alors donc là, on voit vraiment les enfants qui s'accusent les uns des autres et alors que bon voilà. Ils pourraient être solidaires, mais ce ne sont pas des comportements qu'on va observer chez des enfants aussi jeunes. Il faudra attendre un stade d'évolution plus évolué pour que l'enfant commence à être solidaire. Donc, les notions, donc c'est seulement à 6 ans, donc l'âge du groupe va commencer et où les amitiés vraiment importantes vont apparaître. Donc les autres enfants ne sont plus une menace pour moi, ni pour mon confort, ni pour mes besoins, mais le groupe va devenir vraiment une occasion de m'épanouir, même de manière consciente. Et il faudra attendre le stade opératoire à partir de 16 ans pour que l'enfant commence à éprouver un intérêt pour la signification des règles qui, tout en variant, doivent toujours dépendre de la volonté du groupe et non plus exclusivement au niveau dépendent plus exclusivement de l'adulte. Donc voilà. Alors évidemment, ce sont des notions importantes qu'il faut comprendre là. C'est la notion de l'égocentrisme moral et le jugement autonome. C'est tout ce que je viens de vous expliquer. Ensuite, nous avons une petite ligne du temps ici que vous devez connaître et qui vous donnera des indications, des indices qui vous permettront dans la vie de pouvoir identifier le stade du développement de l'enfant en fonction de ses relations sociales. Ici, vous devez compléter les âges. Alors, c'est hyper facile parce que vous avez la ligne du temps dans les premières pages du syllabus complété, donc il suffit de le faire vous-même et puis de vérifier avec la ligne du temps complète du début du cours pour voir si vous ne vous êtes pas trompé, sachant que si vous avez des questions, évidemment, vous pouvez toujours me les poser par mail ou via Messenger. Alors ici, si vous voulez, vous pourrez revoir en cliquant ici la petite vidéo que nous venons de voir avec les bonbons. Notion générale pour comprendre le développement de la personnalité. Ici, on ne va voir qu'une seule chose, c'est que l'enfant va se découvrir lui-même au même titre qu'il va découvrir le monde des objets, le monde des autres, la vie sociale, etc. On sait qu'un enfant sait qui il est à partir du moment où il se reconnaît dans un miroir. Et une expérience extrêmement célèbre qui a été faite, c'est celle du test de la tache sur le visage que vous pourrez regarder en cliquant ici sur cette vidéo. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans cette expérience? Eh bien, on va prendre des enfants, on va les mettre devant un miroir et on va leur mettre une tache sur la joue. Au début, on va voir que l'enfant essaye d'assimiler cette tache à la tache qu'il a sur son pull, etc. Ensuite, il y a une petite évolution. On va voir que l'enfant identifie tout de suite la tache sur son visage et il va aller demander qu'on lui enlève. Et donc, quand il a conscience que la tache qu'il voit dans le miroir sur le visage de l'enfant qui est en face de lui, c'est sur son propre visage, eh bien, on va comprendre à ce moment-là que l'enfant se reconnaît dans le miroir, et donc ça veut dire qu'il a une conscience de lui-même. Une fois qu'il aura acquis cette conscience de lui-même, il va pouvoir passer au stade suivant qui sera de prendre conscience des autres comme étant des gens différents de moi-même. D'accord? Donc dans cette décentration intellectuelle sur le plan social, on a vraiment plusieurs phases. Au début, l'enfant ne fait pas la différence entre lui-même et les autres, et puis en tout cas avec les gens auxquels il est attaché, puis il va s'attacher à certaines personnes et pas d'autres, il va avoir peur des étrangers. Ensuite, il va découvrir qu'il a un corps qui lui est propre et qui n'est pas le même que les personnes qui l'entourent et auxquelles il est attaché, et puis seulement après il va pouvoir aller vers les autres, et c'est pour ça que les enfants de 2 ans et demi, en général, quand on les voit dans la cour de récréation, eh bien ils ne jouent pas vraiment avec les autres, ils jouent surtout avec eux-mêmes. Voilà. Et comment commence cette découverte de soi-même? Elle commence dans le berceau, chez le nouveau-né, avec les mouvements circulaires primaires que nous avons déjà vus et revus. Voilà pour ce qui est des notions que vous allez devoir étudier en ce qui concerne le développement social, moral et personnel de l'enfant. Il n'y a pas grand-chose, c'est vraiment un tout petit chapitre. Cette partie ici, le développement selon Erikson, eh bien, vous ne devez pas la voir, d'accord? Donc, vous ne devez pas étudier
cette partie-là, on va s'arrêter donc juste ici avec ce test de la tache sur le visage, vidéo que je vous invite à regarder. C'est vraiment intéressant à voir avec ses propres yeux. Donc dans le développement social et moral, on va retenir la théorie de l'esprit qui est déjà expliquée tout au début du cours. On va retenir également la notion de l'attachement, l'expérience de Lorenz, l'expérience de Bowlby, etc. On va retenir aussi dans l'évolution l'intégration des règles que nous avions déjà vues à travers l'évolution du jeu et les notions d'égocentrisme moral et de jugement autonome, notions que nous avions également déjà vues au moment où on a vu ensemble en amphithéâtre le développement du jeu. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous souhaite également une bonne session d'examen. Ne soyez pas trop inquiets par rapport aux examens qui se feront en ligne. Je pense que tous les enseignants sont vraiment soucieux de vous offrir de bonnes conditions et elles seront peut-être meilleures que si vous les passiez finalement en présentiel dans un vieux gymnase par exemple avec plein de gens. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à revenir vers moi avant l'examen. Je répondrai à toutes vos questions, que ce soit sur Messenger ou par mail, si vous avez des soucis ou des problèmes de compréhension. Donc je vous invite le jour de l'examen, comme prévu à l'horaire que vous avez reçu, le bouton d'action qui vous permettra d'accéder à mon examen sera actif à l'heure et au jour de l'examen tel qu'il est prévu dans l'horaire. Vous aurez 1 heure pour le faire et un petit moment, un laps de temps. Donc c'est un examen d'1 heure, mais je vous laisse 20 minutes de plus au cas où vous auriez des problèmes de connexion, que vous ayez le temps de courir jusqu'au modem pour l'éteindre et le rallumer. Et vous cliquez sur envoyer. Une fois que le formulaire est téléchargé, vous pouvez commencer l'examen et même si vous avez des problèmes de Wi-Fi, l'examen restera sur votre ordinateur. Il faudra juste un tout petit peu de Wi-Fi ou de 4G pour cliquer sur envoyer et là je vous laisse un laps de temps aussi si jamais vous avez des problèmes. Donc voilà, je vous souhaite une bonne session d'examen, beaucoup de courage, à bientôt.